Coucou mon pompon. Bon, si tu as écouté l'épisode sur R2D2, je pense que tu auras compris à quel point la thématique du robot me passionne. Mais alors là mon pompon, je sais même pas par quel bout prendre le sujet tellement Blade Runner est dans mon top 5, toute catégorie. Je sais, il y a de la problématique en termes de consentement, car les années 80, bon, on va en causer un peu, mais ça reste un film d'une beauté folle qui vient me cueillir la larmichette à la fin à chaque fois, et crois-moi, je l'ai beaucoup vu ce film, donc c'est pas rien. À l'idée d'en causer aujourd'hui, je suis fébrilité, écoute, c'est bien simple. Alors, on va essayer d'être méthodique. Tu veux dire que tu vas pas faire de parenthèse et que tu vas aller du point A au point B directement pour une fois? Mais non, ça y a peu de chance, Catchy. Eh ben, ça va encore être une belle farandole cette affaire. Oui, bon je suis pas un disque dur, hein. Il y a des infos qui en convoquent d'autres et puis d'autres dans un cerveau humain. C'est comme ça. Bon, en plus dans mes fichiers, j'avoue, c'est pas Marie Kondo friendly. Mais justement, ça rejoint bien l'angle du jour, puisque ce qui va surtout m'intéresser ici, c'est le rapport entre mémoire et humanité. Boum, rien que ça. Alors, je reviens sur essayer d'être méthodique, parce que quand tu m'interromps, Catchy, ça fait des parenthèses, je te signale. Non mais... D'abord, je ne vais te parler ici que du film original. Director's cut ou non, whatever, celui de 82 en gros, pas celui de 2017. Franchement, j'ai essayé. Forcément, c'est dur de passer derrière un chef-d'œuvre, moi en plus, je suis fan, mais j'y suis allée vraiment avec bonne volonté, en bienveillance, en me disant « Allez, lâche prise, laisse la chance et tout et tout ». Bon, j'ai pas tenu. La couleur est dégueulasse. Oh, Captain Sofro, c'est pas très bienveillant ça. Non, non, je sais mon pompon. Mais là, c'est pas possible de faire du blanc bleuté de 2000 en 2017. Et puis de l'orange flou, c'est de mauvais goût, voilà. Blade Runner, c'est un film de nuit. Il n'y a pour toute couleur que celle de l'or des buildings de ceux qui règnent sur l'apocalypse. C'est l'histoire d'un crépuscule, pas d'une aube post-apocalyptique. Et il en va du reste comme de la couleur. C'est hors sujet comme pas permis, je me suis endormie au bout de 20 minutes, drapée dans mon indignation et un petit filet de bave sur l'oreiller car je suis avant tout une lady. Deuxième restriction du sujet. Je n'irai pas jusqu'à m'interroger sur ce qui fait que la mémoire constitue ou non la seule clé de notre identité individuelle, car je m'y pencherai avec joie d'abord et avec Vision ensuite, hop, zeugma, les figures de style on aime ça, dans un double épisode sur la série WandaVision. Je n'évoquerai pas non plus ici le rapport entre accès aux expériences sensorielles et naissance de la conscience chez les robots. Pareil, il y aura un épisode rien que pour ça sur la vivance des 5 sens. Là, je vais essayer de me restreindre à la réflexion sur la création de l'androïde parfait et sur le point de bascule entre mimésis et réalité. C'est déjà tout un programme. Et Captain Sofro, Oui, mon pompon. et c'est quoi la mémésis? La mimésis, mon pompon. Très bonne question. Très grossièrement, c'est ainsi que le philosophe Aristote désigne l'imitation du monde par les arts. On renvoie une image du réel dans un tableau, une sculpture, un récit, d'accord? Mais ça reste une illusion. Même hyper réaliste, la peinture d'une fleur n'est pas la fleur, tu vois. Mimésis, c'est la même racine que mimétique, mimer, imiter. Or, le principe même de l'androïde, c'est d'être la réplique parfaite du modèle humain. C'est d'ailleurs le nom que l'on donne aux Nexus dans Blade Runner, les réplicants. C'est pour ça que je te disais que ça pose la question de la ligne très mince entre le programme et l'âme. Qu'est-ce que l'homme cherche exactement en créant ce genre de créature ? C'est un thème qui traverse les époques,
de Pygmalion et la femme qu'il s'est sculptée, à iRobot en passant par Gepetto et son pantin, Frankenstein et sa chimère humanoïde ou encore Metropolis, où la femme robotique n'est pas sans rappeler ces 3 PO mêlés à Armanoïde dans Cobra. Tu vois, les références ne manquent pas. Oui, je sais, Armanoïde, c'est pas un robot, c'est une madame qui a fusionné avec du métal. Bon, et oh, sa voix aussi elle a fusionné alors. Oui, Cobra. Allez, ça va encore m'embarquer dans une diatribe féministe. On n'est pas rendu, je vais couper là. Donc bref, tout cela renvoie à la même réflexion sur le rôle du créateur. Le mythe de Prométhée contient déjà tout cela. Vite fait, Prométhée, dans la mythologie gréco-latine, c'est un titan, donc une divinité, à qui les dieux disent « Allez gamin, ton frère et toi, vous êtes créatifs, vois donc ce que tu peux faire pour rendre la terre un peu funky saucisse. » Le frangin, Épiméthée, s'en donne à cœur joie et sort de la bestiole en veux-tu en voilà. Prométhée réfléchit, prend son temps. Il veut créer un être formidable, à son image. Ça nous rappelle d'autres récits de création, n'est-ce pas ? Du coup, quand il a fini son ébauche, il reste plus de matos pour nous fignoler. Épiméthée a utilisé presque toute la fourrure, du coup on a peu de poils, et toutes les griffes, carapaces, ailes, etc. En gros, l'humain est tout nu et tout moisi. C'est là que Prométhée commet l'irréparable. Il vole la flamme de l'Olympe, la lumière des dieux, pour nous donner le feu. Le feu, c'est la survie bien sûr. Ça fait du chaud, ça éloigne les bêtes et ça cuit les saucisses végées. Mais surtout, le feu, c'est l'intelligence, l'accès à la technologie, la petite étincelle divine. Prométhée sera puni pour l'éternité pour cela. Et nous, on va utiliser ce don pour s'élever au rang de Dieu en créant nos propres créatures. L'androïde est censé nous élever au rang de créateur. Et cela crée une responsabilité. En devenant Dieu, on devient père. Je dis bien père car tu l'auras noté, jeune pompon à l'esprit affûté comme la lame sur laquelle court le chasseur de primes, toutes ces références sont très masculines. Les évocations maternelles de la créatrice ont une toute autre implication symbolique. C'est Gaïa, la terre, la nourricière, tout ça. Donc oui, je dis bien père parce que justement, les daddy issues sont le cœur même du sujet. Pygmalion façonne, on pourrait dire manipule, la femme parfaite à ses yeux. C'est encore le sens que l'on conserve aujourd'hui dans le langage commun. Frankenstein maltraite et abandonne sa créature sans éducation, sans l'amour dont elle avait besoin. Gepetto et Prométhée se sacrifient, eux, pour leurs enfants. Ce rapport paternel, dysfonctionnel ou sacrificiel est primordial dans ce genre d'histoire. Et Blade Runner n'échappe pas à la règle de la confrontation avec Dieu le Père. Les Nexus sont forts, résistants, rapides et pour certains modèles, beaux et ou très intelligents. Si jamais ils se mettaient en tête de ne plus être des outils, et si on leur reconnaît des émotions, on peut clairement dire des esclaves, tu imagines la catastrophe pour l'humain tout nu et tout moisi. La créature dépasse largement le maître. C'est pourquoi ils ont l'interdiction de venir sur Terre sous peine d'être traqués et identifiés par les Blade Runner et d'être immédiatement retired. Très bel euphémisme pour dire exécutés sans autre forme de procès. Et c'est pourquoi également on les a programmés avec une date de péremption à très courte échéance, 4 ans. En tout cas pour les Nexus 6, pour le modèle prototype qui est celui de Rachel, on n'en a aucune idée. En si peu d'années, comment développer une conscience ? Et pourtant, c'est bien parce qu'ils en ont une que Roy est venu sur Terre avec ses 3 compagnons. Ils ne veulent pas mourir si vite, ils veulent gagner un avenir. Leur objectif est de rencontrer Eldon Tyrell de la Tyrell Corporation, le grand Manitou des réplicants, leur créateur à tous. Or, lorsque Roy y parvient, il apprend très vite que cette vie supplémentaire est techniquement impossible à lui offrir. On constate alors 2 choses. La première,
c'est que Roy est venu pour sauver Pris. C'est son amour. C'est de sa mort imminente à elle qu'il est hanté. La deuxième, c'est que s'il accueille avec résilience la nouvelle de l'échec de sa quête de survie, il ne tolère pas l'absence d'empathie de celui qu'il nomme père. Tyrell lui dit qu'il l'a fait telle une flamme incandescente qui brûle plus vite parce qu'elle est plus forte. Mais Roy ne veut pas de cette supériorité. Il veut être reconnu et aimé. Bim, baiser de Judas et parricide, on est en pleine tragédie mythologique, je vous dis. Roy n'a pas eu de souvenir d'amour, d'enfance, de douceur. C'est ce manque qu'il sublime à la fin, nous y reviendrons. C'est ce que Tyrell a accordé à Rachel, son dernier modèle, de manière extrêmement cynique. Il lui a implanté la mémoire de sa nièce. Rachel est née adulte, mais elle a été une petite fille. Elle a des phobies et des secrets. Lorsque Decker lui confirme qu'elle n'est qu'un robot, ce qu'elle ignorait, elle prouve la présence d'une humanité en elle en pleurant. Symboliquement, la larme, c'est l'âme. Dans la littérature, surtout lyrique, c'est presque toujours lié à la pluie. C'est ce qui relie le ciel et la terre, la condition physique et le spirituel. Or, lors de la mort de Roy, tout se confond sur son visage, baigné de pluie et du deuil de sa bien-aimée. Toujours est-il que la théorie de départ, c'est que les émotions valables, entre guillemets, naissent de la mémoire, quand les réactions sensibles des autres nexus ne sont qualifiées que de lubies, d'étranges obsessions. Je t'avais dit tout à l'heure qu'on ferait une petite parenthèse consentement, eh bien c'est maintenant. La scène où Decker embrasse Rachel, suite à quoi on comprend qu'ils passeront la nuit ensemble et qu'ils forment un couple, la scène est très gênante. Rachel est désorientée, abasourdie, et son secret est détenu par un type dont le job est de dézinguer ses semblables. Elle est en situation de vulnérabilité et lui en position de pouvoir. Ce baiser, il le lui prend très violemment, et ce n'est pas le saxo sexy des années 80 en arrière-plan qui peut faire oublier qu'elle n'a pas le choix. J'en profite pour écarter aussi la théorie selon laquelle Decker est lui-même un répliquant. Je sais qu'elle est séduisante et que le réalisateur lui-même ne s'en est pas défendu, mais ce n'est pas la version qu'il a proposée au spectateur, ni dans l'original, ni dans le directeur Scott. On ne sait rien du passé de Decker, ses souvenirs à lui n'ont aucune importance, vous noterez. En revanche, d'autres humains se souviennent du bon vieux Blade Runner. Il a donc eu des années de carrière il y a longtemps. Bon, en plus il est tout faible, hein. Et surtout, ça gâche complètement la symbolique de rédemption par sa propre créature, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Par ailleurs, Decker rêve. Et de quoi rêve-t-il ? D'une licorne. On a vu aussi ce symbole parmi le bestiaire origamique de son collègue. La licorne, c'est la créature impossible, à la fois perdue dans le passé des légendes et cherchée comme l'idéal futur, celle qui relie tous les mondes, un peu comme la larme et la pluie. Decker fait des rêves de créateur en quête de perfection. C'est ce que la mémoire humaine fait des souvenirs parfois, des rêves symboliques. Ça fait d'ailleurs écho à l'interrogation portée par le titre du roman qui a inspiré ce film. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Mais si tout ce rapport à la mémoire et au symbole n'est qu'un signe pour reconnaître la présence d'émotions réelles, on peut s'interroger sur la pureté de celles-ci ou leur caractère illusoire. Decker est-il capable d'aimer ou ne cherche-t-il qu'à posséder ? Roy ne vit-il pas un amour vrai et touchant avec Pris ? Rachel et lui ne sont-ils pas les enfants blessés de parents qui ont perdu les clés de leur humanité ? D'ailleurs, quels sont les derniers mots de Roy ? Évoque-t-il l'humanité, son créateur, la mort de Pris ? Non. Roy passe en revue ses souvenirs. Il parle de mémoire, pas d'une mémoire qu'on lui aurait implantée. Il s'agit bien ici de ce qu'il a vu durant sa courte expérience de vie. En tant que Nexus,
Il est allé dans des lieux inaccessibles à l'humain, c'est sa fonction première. Et voici ce qu'il dit. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. 2 grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Fin de citation. Oh là là, Captain Sofro, je suis tout émotionnée. Ah bah je t'avais prévenu, mon pompon, ça tire la larmichette à chaque fois. Roy a posé un regard esthétique, poétique sur ces miracles qui n'avaient pas encore été vus. En un sens, il les a fait exister, puisque philosophiquement on peut s'interroger sur la réalité d'une existence sans conscience de cette existence. Et c'est justement cela qu'il vient délivrer. Tout cela va être perdu, emporté avec lui. Il veut transmettre, faire le récit de ces merveilles pour tenter de les faire exister dans le monde des hommes, de leur offrir une postérité. C'est un peu ce que faisait Baudelaire en sublimant l'angoisse et en enchâssant des secondes esthétiques dans le reliquaire immortel de ses poèmes. Or, en faisant cela, Roy raconte aussi le récit de l'homme. C'est la mimésis dont je te parlais tout à l'heure, l'art du récit du réel. Il vient aussi rappeler cela à la mémoire de l'homme, de Descartes, qui vit dans la nuit et les néons publicitaires depuis que l'humanité a sombré. Il lui rappelle que l'humain n'est pas là pour créer le monde tel un dieu, il est là pour le contempler et en saisir la beauté. C'est ce que Caf, le personnage aux origamis, ne cesse de faire. Par ses petites cocottes en papier, fragiles et poétiques, il ramène dans ce monde ce qui n'existe plus que dans de vagues souvenirs, les animaux. On voit une chouette robotique au siège de la Tyrell Corporation au tout début, mais c'est tout. Les tortues, les chiens, les araignées appartiennent aux questions du test de Volkampf qui permet de mesurer les réponses émotionnelles du suspect et de savoir ainsi s'il est ou non une machine. C'est le souvenir d'un temps d'avant l'apocalypse qui révèle le mieux les sentiments, apparemment. On en revient à la quête d'éternité. L'homme aux origamis le dit à la fin en parlant de Rachel dont il a deviné la nature ainsi que sa relation avec Decker. Dommage qu'elles doivent mourir, mais c'est notre lot à tous. L'humain n'est pas un dieu. Il n'est immortel que par ce qu'il crée et transmet. C'est la symbolique du très joli personnage de J.F. Sebastian, créateur d'automates aussi mignons que creepy. Il est atteint du syndrome de Mathusalem. Il vieillit prématurément. C'est pour cela qu'il compatit au sort des réplicants. Lui aussi a une date de péremption à très brève échéance. Lui aussi est un sous-citoyen qui se voit refuser l'accès aux belles colonies. Roy est venu chercher la survie et celle des siens sur Terre. Impossible, lui répond le Créateur. Alors, puisqu'il ne peut ni créer ni transmettre, Roy va offrir le fruit de sa courte expérience et ce que ça lui a permis d'acquérir. Il sauve Decker au lieu de l'exécuter pour venger la mort de Pris. Il comprend la vanité de ces petits éclats de vie en repensant au spectacle grandiose de l'univers. Il se remplit de ce souvenir absolu, parfait, et il pardonne. Le tout avec un clou dans une main très fin comme clin d'œil chrétien au Messie rédempteur. Bon, on a le droit d'être un peu lourdingue sur les symboliques des fois, c'est stylé quand même. Sa mort est alors diamétralement opposée à celle des réplicants précédents. Prise, par exemple, s'est agitée dans des spasmes de machines qui s'emballent avec des cris métalliques, une mort horrible mais totalement déshumanisée. Roy s'endort en tailleur, calme, tel un Bouddha, et relâche une colombe en même temps qu'il offre la liberté à l'âme qu'il vient de gagner. Quelle grandeur face à Descartes, qui n'a su être que violence, sans rien tirer de ses expériences.
Alors tu l'as compris, mon pompon, j'aurais pu vraiment te parler pendant des heures et des heures de ce film de Blade Runner qui est extrêmement riche en symbolique, en interprétation, en sujet de réflexion. C'est pour ça que j'ai été obligée de me restreindre un petit peu et de ne commenter en gros que le lien entre mémoire, humanité, émotion, etc. Pourquoi? Eh bien évidemment parce qu'aujourd'hui je vais te parler d'un exercice de sophronisation qui a un rapport très direct avec la mémoire, c'est la SMNL. Rien à voir avec Sophie-Marie Larouille, c'est la sophromnésie libre. Mnésie comme dans amnésique par exemple ou moyen mnémotechnique, c'est la même racine que la mémoire. Ici, on entre dans des exercices d'un degré dont nous n'avons pas encore parlé, qui est le troisième degré. Donc, pour le rappel des deux pompons du fond qui n'ont peut-être pas suivi tous les épisodes, dans le premier degré, on est plutôt sur l'idée du présent, de l'écoute des ressentis, de la concentration sur soi. Dans le deuxième degré, je t'avais expliqué qu'on entre plutôt dans une phase d'observation et aussi de projection. On va aller dans la futurisation, se projeter plus tard, mais aussi s'observer dans un état qu'on souhaite atteindre. Et bien, dans le troisième degré, en fait, on va relier un petit peu corps et esprit et on va essayer d'aller rechercher dans ces ressources passées, cette fois-ci, l'état qu'on souhaite réactiver. Et il s'agit bien de ça, dans toutes les intentions qu'on va donner à cet exercice, il s'agit toujours de réactiver quelque chose, la confiance, la capacité d'adaptation, la fierté, la motivation, même la capacité à dormir, pourquoi pas, la capacité à mémoriser, la performance, à renforcer le métabolisme, ce genre de choses. On va essayer de retrouver quelque chose qu'on a déjà su faire. Bien souvent, on a l'impression que on n'a jamais dormi correctement, on n'a jamais eu de situation où on s'en est bien sorti. En fait, si, il y a des tas de situations qui nous procurent un état qui peut nous être utile pour des situations à venir. Donc, dans ces exercices du troisième degré, on va revenir vers des ressources qui ont trait à la mémoire. Donc on a plusieurs types d'exercices. Ici, il y a le mot libre. Donc tu l'auras compris, il s'agit en fait de passer en revue des instants positifs de sa vie, tout simplement. Donc c'est guidé, mais un petit peu moins peut-être que d'autres, par le ou la sophrologue. Et c'est vraiment à celui qui fait l'exercice de laisser réémerger tous ces souvenirs-là. Tu t'en doutes bien, ce type d'exercice-là, on ne le fait pas du tout dans la première phase d'un accompagnement. On peut en faire certains autres sur la mémoire et les ressources passées dès la phase curative, on appelle ça, c'est-à-dire la première partie où on essaye de préparer le terrain pour amener à l'objectif dans la deuxième partie. Mais pas celui-ci. Celui-ci, on va vraiment le garder pour la deuxième partie, ce qu'on appelle la préventive, où on va quand même attendre d'avoir atteint un certain niveau de préparation de la personne pour que justement ce soit facile, ce soit accessible de pratiquer cet exercice-là. C'est un exercice qui est très fort parce que ça vient réancrer, resolidifier complètement les acquis qu'on oublie bien souvent qu'on a. C'était une phrase très vilaine, mais je pense que tu auras compris le sens et l'idée. Alors, aujourd'hui, comme c'est une sophronisation, je refais mon petit disclaimer. On n'en a pas fait depuis longtemps des sophronisations. On était beaucoup sur les relaxations dynamiques ces derniers temps. Donc, je rappelle que si tu souffres d'un trouble du type schizophrénie, TDI, eh bien, je te déconseille vivement de faire cet exercice puisque c'est pas très conseillé. Ça peut entraîner des dissociations ou ce genre de choses-là. Si c'est ton cas, mon pompon, prends bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Comme d'habitude aussi, je reprécise que cet exercice, je viens de te le dire, on n'est pas censé le faire comme ça au débeauté. Si tu as envie de faire juste la partie relaxation avant d'entrer dans l'exercice,
bien entendu tu peux le faire, mais c'est plutôt à titre d'exemple que je vais l'animer juste après. D'ailleurs, je vais l'animer d'une manière extrêmement neutre puisque je n'ai aucune connaissance des ressources qui sont les tiennes. Bien évidemment, je ne peux absolument pas personnaliser cet exercice. Donc je le pose là à titre d'exemple. Ceux et celles qui ont envie, ma foi, de le tenter, de l'écouter en se relaxant, vous êtes les bienvenus. Ça peut en aucun cas vous faire de mal de toute façon. Attention néanmoins, je contredis exactement ce que je viens de dire. Pour les exercices qui ont un rapport avec la mémoire, il faut toujours faire bien attention puisque chez certains d'entre nous, nos souvenirs sont, moi j'appelle ça gris, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu teintés par de mauvaises expériences, de mauvais souvenirs, une impression générale négative sur notre passé. Quelqu'un qui aura eu une enfance difficile par exemple, ça peut être compliqué pour la personne de sélectionner des souvenirs tout débarrassés, on va dire, de l'environnement dans lequel il vivait, de ce qui s'est passé ensuite, de ce qui s'est passé avant, etc., etc. Donc pour des personnes pour qui ce serait le cas, il faudrait vraiment faire un travail de débroussaillage auparavant pour être sûr que les souvenirs vont être sélectionnés un par un, décorrélés de l'ensemble négatif auquel ils appartiennent. Donc si tu sais que tu es concerné, que quand tu repenses à ton passé, il y a toujours un petit peu d'amertume, de brume, il n'y a pas du noir, du blanc, tout est un petit peu, je vais utiliser un terme pas très joli, mais tout est un petit peu sali par certains événements. Ne t'aventure pas dans cette sophronisation-là, s'il te plaît, parce que ça va être désagréable automatiquement. Ça se prépare, on ne s'y lance pas comme ça. Tous ces disclaimers étant faits, pour une sophronisation, je te rappelle que ça se pratique assis ou bien allongé si tu en as envie, que tu peux t'installer le plus confortablement possible si tu as envie de la pratiquer quand même, malgré tous mes disclaimers, ou si tu as envie au moins de faire la première partie, l'induction, la relaxation avant la visualisation. Donc installe-toi confortablement, n'hésite pas à bouger, à ajuster ta position au fur et à mesure. Le but c'est pas de se figer ni de se faire mal quand on va sortir de cet exercice-là. Accueille tous tes ressentis sans les juger, laisse venir les souvenirs tels qu'ils viennent et puis évidemment reste bien concentré sur le son de ma voix au fur et à mesure pour suivre l'exercice. Je te laisse quelques instants pour te préparer. Si tu es bien installé, tu peux fermer les yeux. Laisse déjà ton corps se relâcher. Prends une profonde inspiration. Gonfle bien le ventre et la poitrine. Et souffle doucement par la bouche en laissant tout redescendre. Reprends une respiration naturelle. Prends conscience de ton corps confortablement installé. Et maintenant, porte toute ton attention à ton cuir chevelu. Laisse-le s'étirer jusqu'aux oreilles. Sens tes oreilles s'abaisser légèrement. Les oreilles internes se relâcher. Laisse ton front s'étaler, se lisser. Sens tes sourcils et tes paupières retomber légèrement. Laisse tes yeux se relaxer. Relâche tes tempes et tes pommettes. Relâche les ailes de ton nez. Concentre-toi sur ta respiration. Sens l'air frais à chaque inspiration.
et l'air plus chaud à chaque expiration. Laisse cette chaleur détendre tes lèvres. Relâche complètement tes mâchoires. Laisse ta langue se reposer sur les dents inférieures et sens-toi libre de déglutir normalement à tout moment. Prends conscience que toute ta tête est relâchée. Laisse maintenant cette détente envelopper ton cou, relâcher ta nuque. Sens tes épaules s'abaisser doucement. Laisse les muscles de tes bras s'étirer jusqu'au coude. Laisse tes avant-bras reposer mollement jusqu'aux poignets. Laisse tes mains se détendre de la paume jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Prends conscience que tes membres supérieurs sont détendus. Porte maintenant ton attention à la respiration qui soulève et abaisse tes côtes. Laisse ce souffle régulier s'amplifier légèrement. Laisse tes côtes s'assouplir doucement. Laisse ton ventre se dénouer complètement. Imagine que ton dos s'étire de plus en plus. Crée de l'espace entre tes omoplates. Relâche tous les muscles le long de la colonne, jusqu'en bas du dos. Relâche complètement le bassin, les fessiers. Et prends conscience que ton buste est complètement détendu. Accueille maintenant cette détente dans tes cuisses. Laisse tes muscles s'étirer jusqu'aux genoux. Sens tes mollets devenir souples. Laisse la détente glisser le long des tibias jusqu'aux chevilles. Détends complètement tes pieds jusqu'au bout de chaque orteil. Prends conscience que tes jambes sont relâchées. Prends conscience que tout ton corps est calme et détendu. Souviens-toi maintenant de tous les événements positifs de ta vie. Rappelle-toi ces instants de joie,
ces grands moments de bonheur. Laisse-les émerger, venir en toi, sans restriction, sans jugement. Accueille tous tes souvenirs comme ils se présentent. Apprécie tous les instants positifs que la vie t'a offerts. Perçois les sensations agréables qui s'en dégagent. Prends le temps de les détailler, de les reconnaître. Valorise ces richesses. Savoure ces effets bénéfiques. Et prends conscience de tout ce positif vécu. Et pour ancrer profondément ces sensations positives en toi, prends une longue inspiration par le nez. Bloque ta respiration et pense fort à tous ces ressentis positifs, tous ces souvenirs identifiés. Et souffle doucement par la bouche pour les diffuser partout dans ton corps. Reprends ta respiration naturelle. Prends conscience des effets bénéfiques de ces sensations. Rappelle-toi qu'elles sont présentes en toi et que tu peux les activer à tout moment au quotidien. Tu peux maintenant reprendre conscience des bruits qui t'entourent à l'extérieur de la pièce où tu te trouves. Reprends conscience des points d'appui de ton corps, les pieds, les fessiers, les bras, le dos, la nuque. Prends une longue inspiration pour te dynamiser et souffle profondément. Mobilise doucement tes mains, tes épaules, ta nuque, bouge tes jambes, étire-toi si tu en as envie, bâille si tu en as besoin, et quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. J'espère que cet épisode t'a plu, et je te dis comme d'habitude à lundi prochain, et d'ici là n'oublie pas, respire, baisse tes épaules, et relève le menton mon petit pompon.